Bienvenue au réseau de collaboration visant le changement systémique. Je m'appelle Chantal Lafontaine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis conseillère pédagogique avec le CPO. Et puis, je suis également consultante avec Only depuis son lancement en 2023. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jordan Sloan, qui est la chef de projet pour l'équipe francophone chez Only. Et Jordan collabore également avec Acadians présentement, donc elle est disponible aussi pour vous accompagner dans votre conseil tout au long de votre cheminement vers ce nouveau fonctionnement. Donc, euh, encore une fois, merci d'avoir pris le temps dans votre horaire très chargé, j'en suis certaine, pour venir échanger avec nous aujourd'hui à ce sujet. Euh, les sujets de littératie sont des sujets très chauds, sont très importants. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un moment important pour nous permettre de collaborer en faveur de la mise en œuvre du nouveau programme cadre, ainsi que les recommandations qui découlent du rapport Droit de lire, bien entendu. Donc, on sait que les occasions de réseautage interconseils sont peu nombreuses, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir l'opportunité à travers de la plateforme Only de pouvoir offrir cette occasion précieuse pour nous permettre d'échanger puis de partager des ressources, des idées et aller de l'avant ensemble. J'aimerais vous laisser savoir que la première partie de cette présentation est enregistrée aujourd'hui, exclusivement aujourd'hui, pendant cette première session. On va arrêter l'enregistrement avant la partie réseautage pour vous permettre d'échanger librement. Les diapos d'aujourd'hui vont également être partagés dans un courriel de suivi. Ceci étant dit, nos prochaines rencontres ne seront pas enregistrées, donc il va vraiment falloir être présent pour être capable de participer puis collaborer avec nous. Donc, je retourne en arrière juste avant de commencer la rencontre. J'aimerais reconnaître que le travail d'Only se déroule sur des territoires autochtones traditionnels. Nous reconnaissons que 46 traités et autres accords couvrent le territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler sur ces terres et nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour les soins qu'ils apportent à ces terres et les enseignements qu'ils en tirent. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités à l'égard de nos relations et des terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, travaillons et vivons. Donc, aujourd'hui, nous avons quelques objectifs relativement simples pour cette rencontre initiale. Suite à un petit mot de bienvenue, je vais prendre le temps de présenter les sujets qui ont été discutés lors des réseaux de l'an dernier pour que tous les participants puissent être à la au même pied d'égalité, si on veut, puis les gens qui n'étaient pas nécessairement là l'an passé puissent savoir de quoi on a parlé. Lors de chaque réseau, nous allons toujours prendre un temps pour approfondir nos connaissances ensemble par rapport à un sujet d'importance actuel. Puis ensuite, nous allons avoir un temps de réseautage afin de discuter de ces points dans le but de collaborer pour faire avancer le bateau tous ensemble. À la fin de la présentation, aujourd'hui, je vais vous partager un sondage aussi pour vous permettre de partager vos idées et vos besoins en tant que conseil. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre en compte justement ces considérations pour planifier nos prochains réseaux. Avant de débuter, je vous invite à vous renommer aussi, si ce n'est pas déjà fait, en ajoutant votre acronyme à côté de votre nom, entre parenthèses ou quelque chose du genre, pour indiquer de quel conseil quel conseil vous représentez, en fait. Puis, je vous laisse aussi savoir que tout au long de la présentation, tout au long de la séance, on vous invite à poser vos questions librement. On n'est pas tellement un grand groupe encore aujourd'hui, donc je vous invite à me couper la parole si vous avez une question. Mais sachez que vous pouvez toujours nous envoyer un courriel aussi. Et puis, on va mettre ces courriels-là dans le... Je vais les mettre dans le clavardage. Ou peut-être que Jordan peut le faire parce que je ne vois pas pour le moment le clavardoir. Nos adresses courriels sont à la diapo 5. Merci. Donc, justement, un retour sur les derniers réseaux. Donc,
nous avons eu environ 4 à 5 réseaux l'an dernier, puis ça a été des réseaux qui ont touché majoritairement les pratiques d'enseignement en matière de notions fondamentales en lecture et écriture. Donc, vous savez sans doute que le ministère a publié en juillet 2023 la politique 168 qui a pour but de nous donner des lignes directrices par rapport au dépistage universel, puis à l'enseignement des notions fondamentales. Puis l'an dernier, étant donné les circonstances, il n'était pas possible pour nous d'offrir de l'appui en matière de dépistage et d'aller de l'avant avec ça. Toutefois, on a reconnu que les besoins étaient très grands en matière d'appui pour mettre en œuvre simplement l'enseignement des notions fondamentales en lecture et en écriture. Et donc, c'est sur ce qu'on s'est concentré. On a commencé par démystifier la terminologie qui inonde vraiment le monde d'enseignement présentement dans les médias sociaux, etc., puis dans les nouveaux programmes cadres de français aussi. Donc, la plupart des ressources qu'on parcourt vont utiliser le terme littératie structurée. C'est un terme qui désigne une approche d'enseignement systématique, explicite de la littératie fondée sur des données probantes. Donc, ces deux terminologies-là que vous voyez à l'écran sont synonymes et ils veulent dire la même chose. Une des méconceptions que je constate beaucoup sur le champ dans mes accompagnements et dans mes discussions avec les gens, c'est qu'on associe le terme littératie structurée uniquement à l'enseignement des notions fondamentales en lecture-écriture, donc tout ce qui a trait à l'annexe A, et ce n'est vraiment pas le cas. La littératie structurée ne désigne pas simplement l'enseignement de ces notions fondamentales. C'est une approche qui englobe l'enseignement de tous les domaines du programme cadre de français. Puis justement, dans le programme cadre, j'ai tiré ces deux paragraphes-là de la mise en contexte du programme cadre. Je vous invite à prendre un petit moment pour lire ces deux paragraphes qui viennent de cette mise en contexte-là. Bien qu'on voit le terme littératie structurée ici dans le programme cadre, il est très clair. On ne voit pas toujours ce terme-là, on le voit dans ces deux paragraphes-là, mais dans le restant du programme cadre, on s'y réfère à l'enseignement explicite et systématique de la littératie fondée sur des données probantes. Mais c'est très clair en lisant la mise en contexte qu'une approche socio-constructiviste telle que la littératie équilibrée, dans laquelle l'enseignement des composantes essentielles de la lecture était enseigné de manière des fois sporadique, isolée, souvent en mettant l'emphase sur l'immersion de l'élève dans la lecture plutôt que de l'enseignement explicite et systématique des notions, n'est plus de mise et on comprend maintenant qu'une telle approche ne répond pas au principe de la conception universelle de l'apprentissage. Le rapport de droit de lire nous propose des riches recommandations pour mettre en œuvre une approche qui répond aux besoins de tous les élèves dès le départ, pas seulement quand les problèmes surgissent. Okay? Donc, avec une approche de littératie structurée, c'est possible d'enseigner la phonologie, l'orthographe, la morphologie, la syntaxe et la sémantique de manière intégrée, simultanée, lorsqu'on enseigne chaque notion de manière explicite, systématique, cumulative, donc on y revient tout le temps, tout en nous assurant que le mode d'enseignement soit interactif. Donc, on exige que tous les élèves participent activement, puis qu'ils soient engagés dans leur apprentissage pour permettre aux élèves de mettre en pratique le plus souvent possible et aller repêcher le plus possible, le plus souvent possible l'information pour que ça colle. Et en fournissant une rétroaction immédiate, le plus souvent possible, on s'assure que l'élève trace les bons chemins puis vive le plus de succès possible. Comme vous le savez, l'arrivée du nouveau programme cadre facilite cette approche grâce à ces beaux continuums, notre annexe A, l'annexe B, etc. Puis c'est beaucoup plus clair maintenant et beaucoup plus facile de planifier un enseignement explicite et systématique lorsque on a un outil convenable, mais aussi lorsque les compétences sont morcelées telles qu'elles le sont dans le nouveau programme cadre.
L'an dernier, on a aussi travaillé dans nos réseaux avec ce référentiel-ci. C'est un référentiel qu'on a conçu au CPO. Et puis, il reprend chacun des brins de la corde de Scarborough, qui est un modèle de lecture. J'espère qu'on est familier avec ce modèle de lecture maintenant. Donc, ce modèle-ci, ce tableau-ci reprend chacun des brins de la corde de Scarborough et puis présente des pratiques d'enseignement à éviter ainsi que des pratiques d'enseignement à préconiser dans nos salles de classe. C'est un référentiel qu'on présente à tout le personnel enseignant de notre conseil dans nos formations, puis on s'y réfère souvent aussi dans nos accompagnements pour permettre aux gens de comprendre à la fois la vue d'ensemble de la littératie structurée, en plus de savoir comment la mettre en œuvre de manière générale dans leur salle de classe. On s'en sert aussi pour aider les gens à déterminer quelles ressources pédagogiques sont bien alignées à ce que la science nous dit, puis lesquelles le sont moins. On a également souvent fait référence au référentiel suivant. C'est un arbre décisionnel qui a été conçu par l'équipe d'Only pour comprendre comment se développent les habiletés en lecture, puis comment il est possible de dépister, puis de pister le progrès des élèves afin de déterminer les points d'enseignement qui répondent aux besoins individuels des élèves. On va sans doute y revenir souvent dans les réseaux de cette année aussi. On va revenir à ce schéma-là, on va le décortiquer, on va en parler, on va le comprendre au cours de nos prochains réseaux parce qu'il sert vraiment d'aide-mémoire très, très important, autant sur le plan d'enseignement que sur le plan d'évaluation. Et puis, à mon avis, tout le personnel enseignant devrait être familier avec ce schéma, l'avoir imprimé à côté de leur bureau, puis s'y référer quotidiennement. Puis finalement, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait l'an passé, à écouter ou même à réécouter le webinaire suivant qui a été fait avec Alain Desrochers, un professeur de l'UQAM et l'Université d'Ottawa qui a aussi collaboré avec la création des dépistages et qui est très familier avec l'utilisation des dépistages, qui a été engagé dans des recherches aussi par rapport à l'apprentissage de la lecture, puis tout ce qui est littératie structurée. Donc, dans ce webinaire-ci, il explique vraiment l'importance du dépistage, pourquoi c'est important d'intervenir tôt, puis il explique chaque composante d'une trousse de dépistage universel. C'est intéressant de revenir aussi sur le webinaire au fur et à mesure qu'on bâtit nos propres connaissances par rapport au dépistage parce que ça nous permet d'en tirer encore plus de profit puis de miser sur des points sur lesquels on n'avait peut-être pas misé la première fois qu'on a écouté. Alors ça, c'est un regard sur l'an dernier. Maintenant, allons approfondir nos connaissances un peu par rapport à des choses qui sont pertinentes, d'après moi, pour cette année. Donc, cette année, on rentre vraiment beaucoup dans notre conseil, du moins, avec le dépistage universel. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on prend un temps pour développer une compréhension commune avec le personnel enseignant par rapport à la terminologie qui entoure le dépistage. Puis je pense que c'est important qu'on prenne le temps ici de le faire ensemble aussi et que vous preniez le temps aussi à démystifier cette terminologie-là au sein de votre conseil pour avoir vraiment une bonne compréhension de à quoi sert chacun des types d'évaluation. Donc ici, je vais utiliser le domaine de la santé comme analogie parce que vraiment, le processus de dépistage puis le système de fonctionnement qu'on voudrait mettre en place dans nos conseils, c'est vraiment inspiré du domaine de la santé. Donc, dans le domaine de la santé, il y a plusieurs dépistages qui existent pour protéger la population contre différentes maladies, des cancers, des maladies respiratoires, des maladies du cœur, etc. Et donc, on cible des populations, puis on
on fait des dépistages comme des mammographies contre le cancer du sein, des prises de sang, des examens médicaux, ça peut faire partie d'un dépistage. Une prise de température simplement peut faire partie d'un dépistage. C'est tous des exemples de dépistage qui pourraient nous aider à trier les besoins. Ces genres de tests-là sont administrés à toute une population ciblée, peu importe la présence ou non d'un symptôme. C'est pour aller vérifier l'état des lieux à titre préventif, donc pour nous aider à prévenir une maladie. Les résultats de ces genres de tests-là sont généralement indicatifs d'un risque possible en fonction d'un résultat ou d'un score obtenu. Il compare donc le résultat du patient à une norme qui a été déterminée avec des recherches puis avec le temps. Puis si le résultat obtenu est normal, on regarde si le résultat obtenu est normal ou non. Pour les gens qui présentent un certain risque, selon les résultats, suite au dépistage, on administre alors d'autres types d'évaluations. On va envoyer le patient pour aller avoir d'autres réponses, comprendre quel est le bobo. On sait qu'il y a peut-être un risque d'avoir un bobo, mais c'est quoi le bobo? On ne sait pas exactement encore nécessairement. Donc, on va l'envoyer par d'autres évaluations, obtenir plus d'informations par rapport aux symptômes, puis avoir un diagnostic pour établir un plan de traitement. Ensuite de ça, ce genre d'évaluation-là, bien, il est généralement de plus longue haleine, ça prend plus de temps, ça va aller plus en profondeur, donc ce n'est pas efficace d'offrir ce genre d'évaluation-là à tout le monde, mais plutôt aux élèves, aux gens qui présentent un risque. Ce n'est pas nécessaire de donner ce genre d'évaluation-là, comme je dis là, à toute la population, ce serait inefficace. Ensuite, lorsqu'un plan de traitement a été mis en place, bien, le spécialiste va pister régulièrement, donc va suivre le plan de traitement et le progrès de son patient pour voir si le traitement fonctionne ou non. Il va faire des suivis de progrès à ce moment-là. Si le spécialiste constate que le traitement fonctionne, bon bien, le traitement continue tel que prévu. Puis s'il constate que le traitement ne fonctionne pas comme prévu, à ce moment-là, il arrête le traitement, il fait des ajustements, puis continue avec le nouveau traitement pour voir si maintenant c'est plus efficace. C'est exactement la même chose dans le monde de l'éducation. On fait présentement, on veut faire un dépistage universel, donc à tous les élèves d'une population ciblée, donc de jardin à deuxième année. Et on veut faire un dépistage 2 à 3 fois par année. Bon, 3 fois, c'est vraiment l'idéal, début, milieu, fin, puis on pourra rentrer dans ces détails-là dans un autre réseau. Puis on cherche les indicateurs de risque, non seulement les élèves qui pourraient être à risque, mais aussi on cherche l'état des lieux de la part du système, de la salle de classe, de l'école et du conseil. Parce que non seulement que le dépistage va nous donner des réponses par rapport à des pistes d'intervention pour aider les élèves, mais pour aussi aider l'enseignement. On reviendra dans d'autres réseaux par rapport à ça. Nous avons un dépistage universel qui nous est proposé, qui est Acadians Reading Français, qui peut nous permettre de faire ceci. Ensuite de ça, quand on a identifié les élèves qui pourraient être à risque, au besoin, on peut ensuite aller administrer des évaluations diagnostiques. Souvent, les conseils ont des outils diagnostiques maison qui pourraient peut-être être utiles à ce moment-là pour aller administrer avec certains élèves, mais ce sont des évaluations qui ont tendance à prendre quand même plus de temps. Et donc, on ne veut pas les administrer avec tous les élèves, mais elles peuvent être utilisées en collaboration avec le dépistage pour nous permettre d'avoir un meilleur portrait des besoins de l'élève et nous indiquer plus précisément où est le bobo. Alors, toutes sortes d'évaluations diagnostiques qui existent. Vous voyez quelques exemples ici à votre écran. Les grilles de notation, il y a toutes sortes de ressources dans AlphaGraph, Vérifilette, Vérifisson. Il y a une trousse éclair. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais Jordan, justement, a collaboré avec l'élaboration de cette trousse d'évaluation diagnostique fort intéressante. TEPALF pourrait aussi rentrer dans cette catégorie-là.
Puis, comme suivi de progrès, bien, ça, ce sont des heures d'évaluation qu'on veut donner en suivant le progrès de l'élève, là où l'élève est rendu, pour voir est-ce que l'enseignement que j'ai fourni à cet élève-là fonctionne, oui ou non. C'est des genres d'évaluation qu'on veut donner régulièrement à des intervalles relativement euh, euh, rapprochés pour pouvoir s'arrêter rapidement et ajuster quelque chose dans notre enseignement aux besoins pour que notre élève progresse et qu'on réduise les écarts le plus rapidement possible. OK? Et Acadians offre des suivis de progrès, puis il y a toutes sortes d'autres outils qu'on peut aussi utiliser comme suivi de progrès pour déterminer si nos interventions fonctionnent. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on travaille on travaille très fort avec les enseignants pour comprendre que dépistage et pistage ne sont pas la même chose. Un dépistage, c'est une prise de sang rapide au départ qu'on donne à tout le monde versus un pistage qui est un suivi de progrès chez nos élèves pour voir si nos interventions fonctionnent. Le dépistage précoce universel, donc Acadians Reading français, nous aide, comme j'ai dit, à identifier des systèmes à risque et des élèves à risque. À l'aide de ces buts repères, c'est possible de dresser un portrait de l'élève à un moment précis dans l'année ou à un moment précis dans le temps, puis on le compare à une courbe de croissance typique du développement des habiletés fondamentales en lecture et en écriture. C'est pour cette raison qu'aucun autre outil qui existe dans notre arsenal présentement nous permet de faire ceci. On n'a pas d'outils maison qui nous permet de comparer notre élève selon une courbe de croissance avec des normes. Le but du dépistage, c'est d'être assez rapide aussi. Donc, on parle d'évaluations qui sont tous en bas de 10 minutes. Des fois, ça peut prendre même juste 2 minutes pour faire un dépistage avec un élève. Donc, c'est très, très rapide. Pour nous aider à dresser ce portrait d'élève-là, il doit être administré avec fiabilité, donc il est très standardisé, il y a des consignes très claires, c'est très régimenté comment on doit l'administrer parce qu'on doit l'administrer exactement de la même façon pour chaque élève pour que ces données soient fiables. Les données sont valides, ils ont été validées par des recherches empiriques longitudinales, en long et en large. L'outil a fait ses preuves depuis des décennies. Et puis, ils nous permettent justement, ces normes-là, de comparer le résultat de l'élève à des normes qui nous indiquent où il devrait se situer dans ce moment précis dans l'année, soit au début, soit au milieu, soit à la fin de l'année. Un dépistage aussi devrait également nous permettre de prédire les élèves qui risquent d'avoir des difficultés dans le futur. Ça ne nous dit pas que l'élève est nécessairement en difficulté présentement, mais qu'il est à risque de l'être et qu'on doit intervenir pour prévenir ce risque-là. On veut aussi utiliser un modèle d'intervention proactif versus notre ancienne approche qui était plus réactive, dans laquelle on documentait les échecs puis on attendait de voir si l'élève était en mesure de rattraper son écart. Le dépistage, en collaboration avec une approche d'enseignement telle que la littératie structurée, nous permet de fournir un enseignement explicite et systématique fondé sur des données probantes qui devrait répondre aux besoins de 80% des élèves dès l'étape 1 de l'enseignement, de manière préventive, puis d'utiliser les données pour prendre des décisions aussi par la suite. Ceci étant dit, on ne cherche pas le succès de seulement 80% de nos élèves, on cherche le succès de 100% de nos élèves. Mais de manière préventive, on veut être en mesure de répondre aux besoins de 80% de nos élèves dès l'étape 1, avec un enseignement universel. Lorsqu'on identifie des élèves qui sont à risque, on a tendance à penser que ces élèves-là doivent immédiatement recevoir un appui direct, sauter à l'étape 2 ou à l'étape 3. Mais au contraire, ce qu'un modèle comme ça nous dit, c'est que la première étape à entreprendre, c'est de vérifier l'état et la qualité de l'enseignement qu'on fait, encore une fois, à l'étape 1, d'abord et avant tout. On ajuste ça en premier. En fournissant cet enseignement universel-là solide, on est en mesure d'éviter de surcharger le système parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune nouvelle ressource humaine qui va être déployée ici. On doit faire avec les besoins qu'on a et les ressources qu'on a présentement.
Il n'y a rien qui va nous tomber du ciel. Certains élèves vont avoir besoin d'appui supplémentaire en plus de l'enseignement à l'étape 1, c'est certain. Habituellement, environ 20 de nos élèves. Et puis, d'autres encore vont avoir besoin d'un appui intensif, donc des regroupements encore plus petits. Des fois, des besoins doivent être répondus en individuel avec une équipe plus spécialisée. De cette façon, lorsqu'on respecte l'enseignement par étapes et comment elle doit être utilisée, ce système doit être utilisé dans nos écoles et dans nos conseils, les ressources puis le temps supplémentaire sont réellement réservés aux élèves qui en ont besoin. Si on procède tout de suite à l'étape 2 et 3, comme j'ai dit, là, suite au dépistage, on va se retrouver avec trop d'élèves ayant des grands besoins, puis il va devenir impossible de les adresser car la demande va être trop grande. Alors, ça vaut le coup de vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître ce modèle-là d'enseignement. Et ça va de pair avec un modèle axé sur les résultats. Donc, suite aux résultats du dépistage, il n'est pas nécessaire, et ce n'est pas le mot d'ordre, de recommander un PEI ou quoi que ce soit pour offrir de l'aide aux élèves. Dans un système de soutien à paliers multiples, comme la pyramide ou l'approche par étapes aussi, on s'y réfère avec ces deux termes-là, tous les élèves sont dépistés. Et là, je suis à l'étape 1 ici de notre modèle de risque. Alors, il y a un dépistage précoce universel qui est offert. Quand on identifie les élèves à risque, on peut ensuite administrer des évaluations diagnostiques aux besoins, telles que je l'ai déjà mentionné, puis déterminer l'appui ou le plan d'intervention pour permettre de réduire les écarts et suivre le progrès. OK? De cet élève-là. Ensuite de ça, on fait ce plan et on met ce plan en œuvre et on suit le progrès régulièrement. Puis, on apporte des modifications. Donc, suite au suivi de progrès, résultat du suivi de progrès, on est en mesure d'apporter des modifications puis pour voir si on continue le plan actuel ou si on le modifie. Donc, on est toujours en réévaluation de nos interventions et en mode prévention pour agir rapidement et changer quelque chose pour que notre élève soit toujours vers une trajectoire positive pour rattraper son écart par rapport aux autres. Encore une fois, on utilise nos données pour diriger notre prise de décision, la santé de notre système et les besoins individuels des élèves. Donc, le dépistage devrait être des évaluations du niveau scolaire. Alors, on veut avoir un vrai portrait de l'élève au moment où on le dépiste. Donc, on utilise une évaluation du niveau scolaire de l'élève. Puis, quand on fait les évaluations de suivi de progrès, bien là, c'est à ce moment-là qu'on peut baisser au niveau là où se trouve l'élève pour suivre son progrès selon ses besoins et voir si ce qu'on a enseigné, s'il l'a maîtrisé, puis s'il est prêt à passer à la prochaine étape. Alors, je ne savais pas qu'il y avait de l'animation dans celui-ci, mais je veux juste le... Bon, voilà. Donc, on sait aussi, vous avez peut-être déjà vu cette analogie-ci de l'effet Matthew qui nous dit que les difficultés de la lecture qui apparaissent tôt dans la vie sont dévastatrices et stables tout au long de la vie scolaire. Puis, un élève qui vit des difficultés en lecture et pour lesquels on n'adresse pas les besoins, ces besoins ne vont que s'agrandir avec le temps. Parce que quand on a de la difficulté à lire, on n'est pas porté à vouloir lire. Donc, on veut l'éviter le plus possible. Mais quand on est bon à lire, on a tendance à peut-être vouloir lire davantage. Puis ce qu'on lit nous permet d'améliorer nos habiletés, d'accroître nos connaissances, d'avoir un meilleur bagage de vocabulaire. Et donc, l'écart devient exponentiel en très, très peu de temps. Et comme vous voyez, quand l'écart se présente dans un niveau inférieur, voire en jardin ou en première année, l'écart est relativement petit. Mais plus l'élève grandit avec le temps, plus l'écart devient grand et plus il devient difficile, voire quasi impossible de réduire cet écart-là. Donc, c'est en intervenant tôt qu'on est en mesure de réduire ces écarts-là rapidement, puis utiliser moins de ressources que si on attendait plus tard. Alors, lorsqu'on n'intervient pas, on laisse les écarts creuser.
Je vous conseille fortement aussi la lecture du livre Next Steps in Literacy Instruction. C'est une ressource vraiment incroyable. Puis dans cette ressource-là, on décortique chaque composante essentielle de la lecture pour expliquer comment le dépistage, les habiletés, comment dépister chacune des composantes essentielles aux notions fondamentales en lecture, comment interpréter les résultats, comment intervenir pour aider l'élève à progresser. Vous savez peut-être aussi que Jordan a fait une étude de livre à partir de cette ressource. Donc, si la lecture en anglais n'est pas possible pour vous, vous pouvez aussi toujours suivre l'étude de livre en français pour être capable de vous aider à aller chercher, tirer profit de toutes les ressources qui se retrouvent, là, les richesses qui se retrouvent dans ce livre-là. C'est vraiment une excellente ressource à exploiter dans votre accompagnement également, pour permettre au personnel enseignant de comprendre comment prendre des décisions en fonction des données de leurs élèves. Ce qui nous amène à la section réseautage. Et aussi, j'aimerais vous offrir un temps pour partager vos coordonnées. Donc, on va discuter autour d'une question, puis je vais vous demander aussi de remplir un tableau. Donc, je vais revenir à cette diapo ici, excuse-moi. Donc, lors des derniers réseaux, l'an dernier avec le MEO, pour moi, c'était vraiment clair que plusieurs conseils travaillent à toutes sortes de différents projets vraiment intéressants, puis que plusieurs d'entre nous voulions vraiment avoir plus d'occasions à échanger, que ce soit pour collaborer ensemble, pour bâtir des ressources, pour mettre en œuvre des projets ou quoi que ce soit. Qui pourraient nous servir dans nos accompagnements, dans nos formations, etc. Donc, on va se rendre dans les salles de discussion dans quelques instants pour compléter un document de partage. Soyez assurés que ce document de partage-là ne sert pas de monitorage, ne sera partagé à personne autre que les gens qui vont faire partie du réseau. Puis, il va vraiment servir d'un point de départ pour nous permettre de collaborer plus facilement ensemble. Alors, vous allez voir qu'en remplissant le chiffrier, vous allez être en mesure, en tant que conseil, de vous allier, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec d'autres conseils qui ont les mêmes objectifs que vous, ou les mêmes objectifs en tête, puis qui sont peut-être au même point de cheminement que vous, ou même de vous allier avec un conseil qui est peut-être plus avancé que vous pour que vous puissiez utiliser les connaissances de ces gens-là pour vous aider à vous guider dans votre cheminement. Juste avant que je vous présente le travail à faire, quand vous allez dans les salles de discussion, assurez-vous de collaborer avec respect, bien entendu, de contribuer, s'il vous plaît, aux conversations en prenant la parole, puis en partageant l'espace de discussion de manière équilibrée, donc de laisser tout le monde aussi prendre la parole. Soyez sensibles aux expériences différentes. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre en vous engageant avec d'autres points de vue. Interagissez de manière critique avec le contenu. Ne limitez pas vos premières, ne vous limitez pas à votre première pensée, que ce soit votre seule pensée. Sachez qu'apprendre signifie que vous pouvez changer de position, revoir vos hypothèses, puis développer vos réflexions. Okay? Donc, notre tâche à faire serait de discuter autour de la question « Comment se vit le dépistage universel dans votre conseil? » Okay? On va vous partager un Google Sheet. C'est peut-être est-ce que c'est possible d'ouvrir ce document, Jordan, à l'écran? Oui, et c'est partagé dans le cavardage déjà. Excellent, merci. Donc, vous allez voir, je vois que plusieurs d'entre vous êtes déjà dans le document. Vous allez voir qu'il y a 3 onglets à ce document-là. Le premier onglet, c'est de vous identifier comme conseil scolaire. Puis de nous laisser savoir si vous utilisez présentement le dépistage ou non. Ce n'est pas une question de jugement ici, là, aucunement, OK? Si vous utilisez un autre outil pour dépister, qu'est-ce que vous utilisez présentement? Et quel modèle de formation est-ce que vous prévoyez ou est-ce que vous avez choisi pour former le personnel enseignant?
Et comment offrez-vous de l'appui supplémentaire aux élèves qui ont des besoins en lecture? Alors ça, c'est le premier onglet, la première section. Si je vais au deuxième onglet, ce qui serait intéressant à savoir, c'est qu'à l'intérieur de vos blocs de littératie, en tant que conseil, qu'est-ce que vous préconisez comme ressources? Puis là, j'ai essayé de creuser puis penser à toutes sortes de ressources qui existent déjà, mais j'ai peut-être oublié des choses. Donc, si vous utilisez un outil maison, Forêt de l'alphabet, Raconte-moi les sons, Lire un jour, lire toujours, ABC Boom, Alphographe, Sonographe. En tout cas, j'ai placé toutes sortes de ressources. Si vous en avez d'autres, vous pouvez utiliser le petit crayon au bas de ce menu déroulant-là, puis ajouter une ressource que vous utilisez aussi. Ensuite de ça, dans la section Étapes, vous pouvez indiquer à quelle étape de l'approche par étape, on vient de voir tantôt, notre pyramide, est-ce que vous utilisez cette ressource-là? Est-ce que c'est une ressource utilisée à l'étape 1, à l'étape 2 d'intervention ou à l'étape 3? OK? Puis pour quel niveau scolaire ces ressources-là sont-elles utilisées? Donc, est-ce que c'est pour la maternelle jardin? Est-ce que c'est pour plutôt le cycle primaire ou le cycle moyen? Puis si jamais c'est pour un niveau spécifique, vous pouvez aussi aller l'ajouter. Et puis ensuite, vous pouvez écrire tout commentaire relatif à cette ressource-là que vous voulez laisser. Vous pouvez aller inscrire plus d'une entrée. Faites juste continuer à écrire votre conseil scolaire, choisissez une nouvelle ressource, puis indiquez à quel niveau et quelle étape que vous l'utilisez. D'accord? Ce que ça va nous permettre de faire, encore une fois, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble des conseils, puis de ce qu'ils utilisent. Puis, ça va vous permettre aussi de peut-être échanger avec ces personnes-là pour savoir, OK, bien, de quelle façon vous l'utilisez, et puis pourquoi est-ce que vous l'utilisez à cette étape-là et peut-être pas à cette étape-là, etc. Donc, c'est pour alimenter la discussion. Et finalement, le dernier onglet, c'est vos coordonnées. Alors, on vous invite, si vous le voulez bien, à écrire votre nom, votre conseil, votre adresse courriel, quel poste que vous occupez, et puis à nous indiquer les priorités ou les intérêts que vous avez en matière de projet de collaboration. De cette façon, ce que ça pourra nous permettre de faire, c'est qu'une fois qu'on aura peuplé ce tableau-là avec plusieurs noms et plusieurs priorités, encore une fois, ça va faciliter la collaboration et vous permettre de peut-être entrer en contact avec d'autres conseils pour dire, sais-tu quoi, j'ai vu qu'une de vos priorités ou un de vos intérêts, c'est de développer tel outil pour votre personnel scolaire. Bien, nous aussi, ça nous intéresse. Est-ce que vous avez intérêt à collaborer ensemble pour qu'on monte ce projet-là ensemble? OK? Donc, c'est l'intention derrière ce document. C'est vraiment pour faciliter l'échange et la collaboration.